Le budgétaire, c'est pas très compliqué, c'est des plus, c'est des moins, c'est des divisés. Tu vas pas avoir des intégrales, des dérivés, etc. En revanche, tu pousses vraiment à l'extrême ces équations. C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 4 moins 3 plus 12 moins 22 fois 12 moins 4, etc. L'audit, on va véritablement mesurer la capacité d'une organisation, en l'occurrence ici des structures de Bercy, à maîtriser leurs risques. C'est-à-dire on va voir si elle est capable de lister ses risques, de mettre à côté des mesures pour couvrir ces risques et s'assurer, c'est surtout ça notre travail, que ces mesures sont pertinentes. Ça arrive très souvent qu'une direction à Bercy nous dise « Ah ben non, il n'y a pas trop de soucis, vous pouvez circuler ». Oui, et nous on doit être là pour dire en fait, il faut un peu qu'on creuse, c'est cette question des vanités dont je te parlais un petit peu plus tôt, il faut trouver l'angle pour dire bah non, là il y a véritablement un risque, et c'est aussi à nous, parfois, de les accompagner pour vraiment identifier ce risque-là. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui donne la parole à des agents publics pour transmettre leur ambition pour la chose publique. Ce podcast se décompose en 3 parties. Partie 1, parcours personnel de l'invité. Partie 2, mission réalisée. Partie 3, conseils aux auditeurs. Aujourd'hui, je reçois Antoine Dumartinet qui travaille au sein du pôle audit de l'Inspection Générale des Finances, institution qui n'avait pas encore été abordée jusqu'à présent dans ce podcast. Et petite mention à la CASDEN, la banque des agents de la fonction publique, qui me soutient pour la production. Bon visionnage. Bonjour Antoine. Bonjour David. Merci d'être avec nous pour parler de ton parcours, de tes missions. Merci à toi. Au sein du pôle audit de l'Inspection Générale des Finances et des conseils que tu peux donner aux auditeurs. Mais d'abord, je vais te présenter. Antoine Dumartinet, tu es né en septembre 1990 au Mans et après un baccalauréat scientifique, tu entres en classe préparatoire aux écoles de commerce, au lycée Joffre à Montpellier pendant 2 ans. À l'issue de ces 2 ans, tu intègres l'école de commerce Audencia à Nantes pour 4 ans, de 2010 à 2014. Tu intègres Sciences Po Paris pour un second master, un master d'affaires européennes de 2014 à 2016. Et à la fin de ce master, à l'été 2016, tu obtiens une bourse de recherche pour aller à Princeton et tu publieras un article de recherche sur l'utilisation des fonds européens avec une approche politique. À ton retour en France, tu es recruté en tant qu'adjoint au chef du bureau des politiques et des finances de l'Union européenne au ministère de l'économie. Tu occuperas ce poste à partir d'octobre 2016 pendant 3 ans. Par la suite, tu assures des missions de conseiller expert en finance et communication, placé auprès du ministère de l'intégration européenne de Serbie via l'Agence allemande de développement et de coopération internationale à Belgrade de décembre 2019 à mars 2022. Tu recevras d'ailleurs un titre en novembre 2020 par la Cour des comptes européenne, le prix pour la recherche dans le domaine de l'audit du secteur public. Tu reviens alors en France, au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, sur un CDD d'1 an, en tant que coordinateur budgétaire sur le fonds Brexit. Et enfin, c'est le poste que tu occupes aujourd'hui, tu es recruté à partir de février 2023 en tant qu'auditeur au sein du pôle audit de l'Inspection Générale des Finances. À côté de ça, tu parles serbo-croate et tu fais aussi du pôle sport depuis 4 ans. Antoine, quel est ton plus beau souvenir sur ton parcours personnel ? Mon plus beau souvenir sur mon parcours personnel, je pense que c'est un souvenir assez ancien, mais qui finalement a un peu tracé la voie pour la suite de mon parcours à la fois académique et même professionnel. Comme tu l'as dit, je parle serbo-croate et ça a démarré de manière, on va dire, assez aléatoire. Lorsque j'avais terminé ma classe préparatoire pendant 2 ans, j'avais réussi à obtenir une petite bourse pour aller en Serbie, etc. À cette époque, c'était surtout pour me financer un été après 2 années de dur labeur. Et j'avais donc atterri en Serbie avec pour objectif, travaux d'études, parce qu'on avait des travaux d'études qui étaient associés à cette bourse-là, d'aller réaliser une étude sur l'architecture des monastères du XIIIe au XIVe. Ne me demande pas pourquoi, je pense que j'avais vu une émission sur Arte, ça avait dû me passionner. Mais le fait est que quand je suis arrivé en Serbie, j'avais plus du tout envie de réaliser cette étude-là. En plus, je suis arrivé le premier jour, je me suis fait voler mon portable et ma carte bleue. Et à l'époque, c'était vraiment compliqué de transférer de l'argent entre la France et la Serbie, c'est-à-dire que mon grand-père devait venir en permanence à la banque toutes les 2 semaines faire des traveler checks. Autant dire que c'était vraiment l'époque de la préhistoire. Bref, ça avait très 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 mal démarré et à ce moment-là, je m'étais même dit mais je pense que je vais rentrer en France, en fait, ça sert à rien, j'ai plus envie d'aller dans les monastères et pourquoi j'ai choisi ce sujet. Mais j'ai un peu poussé, mine de rien, parce que j'avais quand même de l'argent et j'avais des comptes à rendre, à l'issue de ces 2 mois de voyage sur place. Et en fait, je me suis complètement pris d'affection pour le pays, pas uniquement pour les monastères. Je suis allé là-bas, évidemment. J'ai dormi dans les monastères, j'ai fait mes études sur l'architecture, etc. J'ai appris beaucoup de choses. Mais je me suis vraiment pris de passion pour le pays. Et c'était assez satisfaisant de voir que 10 ans plus tard,
Je revenais en Serbie avec des amis que je m'étais fait à cette époque, et cette fois-ci pour travailler à aider le pays à intégrer l'Union européenne dans un futur proche. C'est vrai que je l'ai pas précisé dans ton parcours, mais ces deux voyages-là, Serbie et Kosovo un Mm. petit peu sur le premier, ensuite le deuxième, Roumanie, Moldavie, Transnistrie, c'est assez étrange. On pourrait se dire comment Mm. t'as choisi sur une carte, tu te dis ah bah tiens cette zone géographique je la connais pas, j'ai envie d'y aller et puis les monastères du XIIIe siècle. C'est- c'est- J'aimerais répondre à cette question, mais en fait, je crois que j'y arrive pas. J'ai dû voir vraiment un reportage sur Arte et je me suis dit que ça allait me passionner. Sur la Moldavie, pour le coup, c'était sur la controverse identitaire moldave. Donc, c'est vraiment sur la République de Moldavie, sachant qu'en Roumanie, il y a aussi une région qui s'appelle la Moldavie. Et enfin, elles sont toujours très liées culturellement, notamment au travers de la langue roumaine. Mais même, il y avait eu on va dire, des tentatives de réunification entre la Moldavie et la Roumanie à la chute du rideau de fer. Et c'est une période qui déjà à l'époque m'intéressait beaucoup et me dire mais pourquoi ne pas s'intéresser à ce pays qu'on avait tendance un peu à mettre de côté quand on nous parlait un peu de tous ces pays d'Europe de l'Est, de la chute du mur, etc. Et donc j'y suis allé. Et là, j'ai interrogé un peu tous les gens que je pouvais interroger sur le sujet, sauf qu'en réalité, ils n'avaient pas grand-chose à me dire sur le sujet. Donc, Mais donc tu as aussi profité pour voyager, visiter. Bon, quand on regarde cette expérience personnelle et ça va de pair aussi avec bah, la bourse à Princeton, la recherche, le prix que tu as eu en 2020 par la Cour des comptes européenne, il y a une voie recherche hmm. professionnelle. Et pourtant, j'ai l'impression que sur ton parcours professionnel, tu es plutôt sur de l'administration, de l'économie, des finances publiques. Comment tu t'es construit? C'est un peu le dilemme de tout mon parcours. J'ai toujours hésité entre... Enfin, j'ai toujours. Il y a un moment où je me suis dit, il faut que je fasse un choix entre l'administration publique, ce qui m'intéressait, notamment après Sciences Po, et la recherche. Et j'ai fait le choix de l'administration publique, donc Bercy, qui m'intéressait énormément, et c'est toujours le cas. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé les investigations, le côté recherche, aller travailler un sujet jusque dans la chair, etc. Enfin, à partir d'une zone qu'on connaît très mal et aller collecter tout ce qu'on peut savoir, enfin tout ce qu'on peut collecter sur le sujet. Ça m'a toujours intéressé. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand j'étais à la direction du budget, j'avais commencé à avoir, on va dire, une bonne connaissance de mon sujet dans le domaine des finances publiques européennes, et j'ai commencé une thèse. Donc une thèse en finances publiques. Et je l'ai poursuivie pendant à peu près 2 ans, et en fait, j'ai arrêté. C'était une thèse professionnelle type CIFRE Non, ou pas du c'était tout. une thèse carrément inscrite à l'université? Ah, j'étais inscrit à l'université en tant que thésard, j'avais mes cartes de réduction pour aller au cinéma. Enfin, non, j'avais vraiment suivi le parcours de thésard. Je pouvais pas bénéficier d'une bourse parce que j'avais déjà un salaire. Et c'est vrai que ça m'a intéressé pendant les 2 premières années, mais in fine, mais je parle que dans mon secteur, c'est-à-dire les finances publiques européennes, j'étais un peu déçu par le monde de la recherche, d'une certaine manière, et où je suis assez vite arrivé à la conclusion que, en fait, je préférais traiter de mes sujets de finances publiques en étant au sein de l'administration. Et donc, au moins, ça m'a un peu, je vais pas dire vacciné, parce que je respecte énormément le milieu de la recherche, mais j'ai compris que c'était pas totalement fait pour moi. Mais alors, tu nous parles de finances publiques avec un vrai goût Mm. pour ces finances publiques. Tu as fait le choix, cependant, sur les études, de te concentrer d'abord sur une classe préparatoire donc, pour des écoles de commerce. Tu as fait 4 ans à Audencia. Là, les finances privées, on va dire, ne Mm. t'intéressaient moins et tu trouves voilà, chaussures à ton pied quand tu rentres à Sciences Po. Beaucoup plus, pour être honnête. En fait, j'étais étudiant, enfin, j'étais au lycée et j'ai suivi un peu la voie classe préparatoire, école de commerce, enfin, très honnêtement, un peu par conformisme. La classe préparatoire était pas très adaptée à mon cas, je m'y plaisais pas beaucoup, mais j'ai vraiment suivi le parcours, j'ai tiré le trait et j'attendais un peu la sentence, c'est-à-dire la fin de ma dernière année d'école de commerce, savoir ce que j'allais faire. Et à la fin, je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose. Je pense que j'étais assez immature et j'avais du mal à me projeter dans le monde de l'entreprise, que j'avais pas assez désacralisé parce que j'avais fait très peu de stages. Je trouvais plutôt des bourses par-ci par-là pour aller en Serbie, en Moldavie, etc. Et c'est pour ça que j'ai rallongé mes études. En plus, j'avais toujours aimé la politique et l'action publique. Je suis un grand lecteur de la presse. Ça a commencé quand j'étais très très jeune. Aujourd'hui encore, je fais partie de ces rares personnes à se lever très tôt pour aller se poser dans le café en bas de chez lui, lire son journal pendant 1 heure et demie avec les invités du coin qu'il connaît depuis maintenant 10 ans. Ça existe encore, c'est Ça vrai que existe encore, ça existe encore. Je suis passé à la tablette. J'ai arrêté la version papier. Donc, j'ai un peu upgradé, disons. Mais donc, j'ai toujours suivi les questions économiques et les questions politiques de très près. Surtout que
Moi, je suis de la génération, j'ai commencé mes études dans le supérieur à partir de 2008. Et c'est-à-dire que le premier jour où j'ai commencé mes études en classe préparatoire, le 15 septembre, c'était la faillite de Lehman Brothers. Et à la suite de ça, la crise des subprimes, enfin, la crise économique et financière de 2008-2009, à la suite de quoi on a connu la crise des dettes souveraines de la zone euro, etc. Donc, autant dire que à partir du moment où j'ai commencé mes études jusqu'à la fin, c'était toujours un contexte de crise économique. Et donc, j'ai été, on va dire, un peu éduqué dans cette espèce d'environnement un peu anxiogène. À l'inverse, si tu interrogeais quelqu'un de plus jeune aujourd'hui, quelqu'un, je sais pas moi, qui aurait 22, 23 ans, les thématiques actuelles, ça va porter sur la guerre, des questions plutôt géopolitiques ou le Covid. Moi, ma génération, c'est crise économique, crise financière et crise bancaire. C'est tous ces termes de troïka, de rigueur, de mesures structurelles, d'ajustement structurel. Et donc, c'était très formateur et c'est la raison pour laquelle, en fait, je pense que ça a amené vers Bercy. Je te rejoins tout à fait sur l'aspect un peu morose quand on fait ces études. Moi, pour le coup, quand j'ai préparé les concours administratifs, c'était pile poil gilet jaune, puis après Covid. Oui. Covid pendant 2 ans. Donc, en fait, les mesures budgétaires exceptionnelles de crise et bien sûr les seuils de dette explosés dans tous les sens, je connais. Mais alors, quand tu arrives en 2016 à Bercy, déjà, est-ce que la situation est un peu meilleure quand même, je l'espère. Tu arrives en tant que contractuel, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Comment ça se fait? Parce que on va dire que c'est un peu original en tant que contractuel de postuler dans un ministère. Comment comment tu as trouvé l'offre? Comment tu passes le recrutement? Alors, j'avais trouvé l'offre sur la plateforme de Sciences Po, avec voilà, quelques offres qui circulaient. J'avais vu celle-ci et qui était vraiment fléchée fonds européens. Et je venais à ce moment-là de finir justement mon étude pour Princeton, cette étude que j'avais fait pendant l'été, sur les fonds européens et leur impact sur le vote anti-UE dans plusieurs collectivités territoriales françaises. Donc, d'une certaine manière, j'étais quand même un peu en ligne avec le sujet du poste. Après, c'est vrai qu'en lisant la fiche de poste, je me sentais un petit peu éloigné de toutes les compétences qu'ils pouvaient demander, mais je me suis dit, pourquoi ne pas tenter? Et donc là, j'ai passé les entretiens, et au bout de 2, 3 semaines, j'ai rejoint la direction du budget, donc en tant que contractuel, c'était mon premier emploi. J'étais assez jeune pour rejoindre j'avais 26 ans à ce moment-là. On m'a prévenu qu'au début, ce serait un peu compliqué. Il y a un coût d'entrée à la direction du budget qui est assez élevé, c'est-à-dire un coût de compréhension pour vraiment des finances publiques. J'ai fait des finances publiques européennes, mais c'était dans un cadre qui était quand même très, très scolaire. Et s'y retrouver confronté dans des réunions interministérielles, etc., c'était quand même un peu autre chose. Et il y a eu le coût d'entrée s'est étalé sur à peu près 5 ou 6 mois. Mais tu es resté 3 ans et tu as survécu. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience de 3 ans? Alors très concrètement, maintenant, j'arrive à faire des calculs en étant quasi certain que je ne me suis pas trompé. Et ça, c'était pas gagné à l'origine. Tu avais un bac scientifique, rassure-moi. J'avais un bac scientifique. Quelques équations, ça va. Oui, ça allait, mais tu sais, le budgétaire, c'est pas très compliqué. C'est des plus, c'est des moins, c'est des divisés. Hein. Tu vas pas avoir des intégrales, des dérivés, etc. En revanche, tu pousses vraiment à l'extrême ces équations. C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 4 moins 3 plus 12 moins 22 fois 12 moins 4, etc. égale 2. Tu dois tout décomposer. Et ça, il faut être extrêmement rigoureux. Enfin, tu dois déterminer tous les composants de la dépense et voir quels sont les leviers dont tu bénéficies pour justement pouvoir maîtriser ces dépenses-là. Et c'est très rigoureux, c'est beaucoup de nœuds dans le cerveau. Je vais bien. Et alors, ces compétences-là, tu vas pouvoir les mettre en œuvre aussi lors de ton expérience en Serbie, à Belgrade. Comment tu t'y retrouves? Est-ce que c'est ton goût pour cette zone géographique, comme tu l'as dit dans ton souvenir, qui fait que tu vas postuler sur une offre qui se présente à toi? D'ailleurs, comment ça se passe? Comment Antoine, en 2019, se retrouve à aller à Belgrade? Alors, j'ai trouvé cette offre sur le site de l'agence allemande de coopération internationale. Je me suis dit que c'était l'occasion d'aller en Serbie pour enfin travailler, pas uniquement passer des vacances là-bas. Et en arrivant sur place, c'est vrai que la principale difficulté à laquelle je me suis retrouvé confronté, c'était le positionnement. J'étais rattaché au cabinet de la ministre en charge de l'intégration européenne de la Serbie. Mais en tant qu'expert étranger, qui est vraiment dans le ministère, sans lien avec l'ambassade, la question du positionnement, voir comment se rendre utile auprès des autorités étrangères, je pense que c'est le principal défi auquel on est tous confrontés. Environnement tout à fait nouveau. Et alors, tu choisis une nouvelle fois, 3 ans plus tard, de changer totalement d'administration. Là, tu te retrouves à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT, sur un poste de coordinateur budgétaire. C'est ça.
Voilà, pourquoi revenir à Paris? Comment ça se passe? Bah, c'était la fin de mon contrat en Serbie et les finances publiques européennes me manquaient un peu côté français. Donc j'ai accepté ce poste où le chef était quelqu'un que je connaissais très bien et qui souhaitait un peu bénéficier de mes compétences de budgétaire, où en fait j'étais en charge de déployer un fonds européen, en l'occurrence le fonds d'ajustement aux conséquences du Brexit, qui était un fonds très compliqué à mettre en œuvre et il fallait, on va dire, quasiment le créer de A à Z, c'est-à-dire planifier, enfin, programmer les dépenses, créer un cadre de gouvernance, savoir qui fait quoi et quand, sachant que les fonds européens, c'est souvent un fardeau pour les administrations, donc c'était pas si facile de créer un cadre de gouvernance et surtout dépenser très rapidement les fonds. Et c'est marrant parce que à la direction du budget, j'avais appris à dire non à la dépense. Je suis revenu à Paris, c'était l'inverse. Il fallait absolument que je dépense de l'argent. C'était ma mission. C'est marrant quand même cette opposition. La bascule, ouais. Ah, c'était compliqué, hein. Ouais, Ah c'est compliqué de dépenser. Ce fonds-là, ça a été une catastrophe. Parce qu'il faut justifier, il faut arriver à. Personne voulait de cet argent-là. En plus, c'était le Brexit, mais tu avais le Covid qui est arrivé en même temps, donc c'est un exemple vraiment de mauvais fonds mis en place par l'Union européenne. D'accord, donc dépenser de l'argent, je pense que les budgétaires qui nous écoutent doivent t'envier, ou alors en tout cas ou s'arracher les cheveux, peut-être, ça dépend. Dernière question avant de passer sur tes missions à l'Inspection générale des finances. Question que je pose toujours, un objet, une œuvre d'art, un film, un livre, qui a été signifiant pour toi, qui représente ce qu'est la fonction publique, et peut-être même plus, qui représente les missions des finances publiques, voire les missions d'aujourd'hui. Il s'agit d'un tableau que j'avais vu lorsque j'étais jeune à la National Gallery à Londres et qui m'avait beaucoup marqué, de Holbein le Jeune. C'est un peintre de la Renaissance, un contemporain de Erasme et de Thomas More. Et en fait, son tableau est très connu parce que ce qu'il y a dessus, c'est une anamorphose. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Vas-y, pour nos auditeurs et pour moi. C'est intéressant. Quand tu regardes la Joconde de face, d'accord, tu reconnais complètement le personnage, les traits sont symétriques, etc. En revanche, si tu te mets accroupi sur le sol et que tu regardes, là, le visage va être complètement distendu. Tu vas rien reconnaître. Et en fait, ce procédé d'anamorphose, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans le tableau de Holbein, tu vois deux hommes très riches entourés de cadrans, de compas, de bouquins d'arithmétique, etc., qui symbolisent vraiment le savoir, et une sorte de trace blanche un peu au milieu que tu as du mal à distinguer. Et en fait, quand tu te mets accroupi près du tableau et que tu prends un angle de vue très spécifique, tu te rends compte qu'il s'agit d'un crâne. Donc, dans le cas de la Renaissance, une vanité. Et qui est là, en fait, pour rappeler que ces hommes puissants, etc., ces hommes qui concourent au rayonnement du pays, en l'occurrence ici c'était l'Angleterre, c'était l'Allemagne, en réalité, ils ont également des vulnérabilités. Mais ça, tu le vois sous un angle. Et je le retrouve un peu dans mon approche très souvent d'audit, c'est-à-dire que je me retrouve face à des administrations extrêmement respectables, qui ont mis en place énormément de choses et qui peuvent un peu impressionner. Mais en réalité, comme n'importe quelle administration, il y a toujours des vulnérabilités. Mais pour les trouver, les identifier, il faut un angle qui soit pertinent. Il faut trouver les vanités dans l'administration française. Excellent, d'accord. Alors, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je mettrai forcément le ou les tableaux, donc les différentes prises de vue. La vanité d'Holbein, celle-là, c'est vraiment la plus connue. Le tableau, c'est les ambassadeurs, mais c'est quand même une pratique assez récurrente dans les tableaux de la Renaissance. Mais dans le sens, en fonction des angles. Exactement, c'est l'angle qui détermine tout. J'essaierai de pouvoir traduire ça d'un point de vue visuel. Et alors, sur cette belle mise en bouche, on va pouvoir basculer sur la partie 2 et de comprendre tes missions d'audit au sein de l'Inspection générale des finances. Antoine, tu es auditeur au sein du pôle audit de l'Inspection générale des finances. Alors, l'Inspection générale des finances, en une phrase, puisque je tiens à signaler aux auditeurs qu'il y a une vidéo complémentaire avec Sonia Levert sur l'Inspection générale des finances, les différents postes, les différentes possibilités de recrutement, et donc le concept, qu'est-ce que l'Inspection générale des finances. Mais quand même, pour poser le cadre, rapidement, en une phrase, avant d'aller sur le pôle audit. Donc l'Inspection générale des finances, c'est un service rattaché au ministre de l'économie et des finances qui va mener plusieurs types de missions. Des missions d'évaluation des politiques publiques, de revue de dépenses, mais également des missions de vérification. Et dans mon cas, c'est un type de mission en particulier, c'est des missions d'audit interne ministériel. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'audit ? Audit. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire il y a 2 ans. Maintenant, c'est bon, j'ai une définition plus claire, parce que ça fait quand même 2 ans que je travaille au pôle audit. En fait, l'audit, on va véritablement mesurer la capacité d'une organisation, en l'occurrence ici des structures de Bercy, à maîtriser leurs risques. C'est-à-dire, on va voir si elle est capable de lister ses risques, de mettre à côté des mesures pour couvrir ces risques et s'assurer, c'est surtout ça notre travail, que ces mesures sont pertinentes.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que Bercy, c'est à peu près une quarantaine de structures, donc des directions, Direction générale du Trésor, Direction générale des entreprises, des GFIP, etc. C'est également des agences qui sont rattachées à Bercy. En termes de volume financier, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que en termes de pilotage de crédit, donc vraiment qui bénéficie aux politiques publiques, c'est à peu près 40 milliards d'euros par Bercy, auquel tu vas rajouter les 1200 milliards qui passent au travers de la DGFIP en termes de collecte d'impôts et de dépenses. Donc, il y a des sommes considérables qui passent par Bercy. Et donc, même vis-à-vis du concitoyen, on doit quand même assurer qu'il y a une maîtrise des risques par l'ensemble des structures impliquées. D'accord, alors 40 agences, 40 directions un peu différentes, une approche nationale? Ah non, on doit se rendre. Il y a beaucoup d'administrations qui ont dans le réseau des entités. Je sais pas, moi, par exemple, on va prendre la Direction générale des finances publiques, qui a des directions départementales des finances publiques. On va prendre les douanes, qui ont des directions interrégionales des finances publiques. Donc, en réalité, Bercy, ça s'étale sur tout le territoire français. Et toi, tu interviens sur saisine. On va te demander d'aller auditer la direction départementale de Charente-Maritime des finances publiques. Alors, nous, c'est une distinction assez intéressante par rapport à nos collègues de l'inspection, c'est que nous, on a vraiment une programmation au cours de l'année, qui est décidée par un comité d'audit interne ministériel, qui va dire en début d'année, bah voilà, vos auditeurs, ils vont aller auditer telle ou telle structure. Et donc, on avait de la visibilité véritablement sur nos missions. Et dans le cadre de nos missions d'audit, on ne va pas aller voir une direction interrégionale en particulier. Si par exemple on parle de la Direction générale des douanes, on va plutôt s'en servir dans le cadre d'échantillons. On va rester à un niveau plutôt central, disons. Ok, donc une méthode de travail un petit peu particulière avec l'échantillonnage pour ne peut-être pas cibler directement une administration déconcentrée. Mais alors, comment ça se déroule une mission d'audit Mhm. quand ça commence? Donc tu l'as dit avec ton plan de charge sur l'année. Mais ça dure combien de temps? 3 mois, 6 mois? Est-ce que tu es accompagné? Alors souvent sur une mission, on va être entre 2 et 3 auditeurs avec un chef de mission. C'est des missions qui durent à peu près 3, 4 mois. Ça dépend un peu du niveau de profondeur des analyses. Et ça démarre avec une lettre de mission dans laquelle on va nous dire, par exemple, voilà, il y a telle administration, je souhaite que vous alliez voir dans quelle mesure elle a réussi à couvrir le risque de conflit d'intérêts dans le cadre des passages publics-privés. Et donc nous, à partir de cette lettre de mission, on va commencer vraiment à dégrossir le sujet pour aboutir à ce qu'on appelle une note de cadrage. En se disant, bah voilà, dans ce processus, par exemple, si on reste sur l'exemple des conflits d'intérêts, qu'est-ce qui a été mis en place et sur quoi on va aller accentuer potentiellement nos tests par la suite et un peu toutes nos vérifications. Et ce cadrage-là, il est hyper important. Parce que si tu le rates, tu te retrouves avec une mission qui peut potentiellement s'étaler sur 6 mois parce que tu as dit que tu allais faire tout ça et en fait, tu ne te rendais pas compte que c'était extrêmement large comme travail. Donc la phase de cadrage, tu réduis, elle est extrêmement importante pour nous. Et là, il faut de l'expérience. Et là, il être faut de l'expérience. accompagné. Je sais que par exemple, en arrivant, c'est peut-être la partie sur laquelle j'étais un peu le plus faible, c'est vraiment la partie cadrage. Et à la suite de quoi, on a fait notre cadrage, on rencontre évidemment la structure, on fait éventuellement des tests, on arrive à identifier, on arrive à voir si déjà une structure a conscience du fait qu'elle est peut-être en situation de vulnérabilité en matière de conflit d'intérêts, de fraude, de corruption, de pilotage budgétaire. Ça arrive très souvent qu'une direction à Bercy nous dise « Ah ben non, il n'y a pas trop de soucis, vous pouvez circuler ». Oui, et nous, on doit être là pour dire, en fait, il faut un peu qu'on creuse. C'est cette question des vanités dont je te parlais un petit peu plus tôt. Il faut trouver l'angle pour dire, bah non, là, il y a véritablement un risque. Et c'est aussi à nous, parfois, de les accompagner pour vraiment identifier ce risque-là. Ok, donc réussir sa note de cadrage. Tu as indiqué que c'était en équipe, parce que quand tu vas dans des administrations, peut-être en plus à un certain niveau hiérarchique, on va te regarder, t'es un petit jeune, qu'est-ce qu'il nous veut celui-là? Mhm. Comment tu te positionnes sur ce il faut que j'audite, donnez-moi ce que vous faites, indiquez-moi ce que vous avez mis en place et je vais vous donner la bonne note ou la mauvaise note. Oui, tu as très bien résumé les choses. Très bien résumé les choses. Alors, je pense qu'on a différentes approches. Un auditeur, déjà, ça doit rester très humble vis-à-vis des audités. On ne peut pas venir en pensant avoir déjà des réponses à leurs problèmes. On doit déjà comprendre leur niveau de risque, leurs problèmes. Et il faut vraiment instaurer une relation qui soit quand même assez saine avec eux, sinon l'échange peut très vite se braquer et nous, on leur sera d'aucune utilité. Donc, il faut avoir une posture très humble en arrivant. Après, moi, j'aime bien, personnellement, lorsque je vais rencontrer les directions, me renseigner au maximum sur vraiment ce qu'ils font, s'ils ont des programmes budgétaires, aller voir les PAP, les RAP, etc. Enfin, Les papes, les raps. les projets annuels de performance et les rapports annuels de performance. On sent l'ancien budgétaire, hein, mais c'est parmi les premiers réflexes. Me faire quand même un peu une idée, pas juste débarquer en leur disant, bah voilà, vous faites quoi.
J'aime bien un peu me documenter avec de la matière. Et c'est important parce que les missions sont quand même en réalité assez courtes. Parce que 3-4 mois pour faire le tri dans toute la documentation, réussir à réduire le champ de l'audit pour qu'on ait vraiment une approche pertinente, et en fait, très souvent aussi aller tester les mesures. Parce qu'ils vont nous dire, oui, voilà, moi j'ai des mesures pour prévenir les conflits d'intérêts. On leur dit, d'accord, c'est très bien, ils vont avoir une fiche de procédure, ils vont avoir un outil de suivi, etc. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'est robuste? Mais comment tu testes? Comment tu testes alors que tu es extérieur à cette Après, administration? on a le droit évidemment à avoir accès à de la documentation. Il faut ensuite faire nos tests pour dire, bah voilà, le contrôle, par exemple, dans le cas d'un passage public-privé, enfin dans le cadre d'une mesure de prévention des conflits d'intérêts, ça va par exemple être de mettre en place des contrôles déontologiques pour les agents qui quittent la fonction publique pour aller dans le privé. Et l'inverse également, qui était dans le privé, qui passe dans le secteur public. Et ces contrôles-là, nous, il faut qu'on voit s'ils sont de bonne qualité, s'ils ont été réalisés sur tous les agents qui sont effectivement sortis et rentrés, et sur lesquels devrait s'exercer ce contrôle, et s'ils portent sur toutes les zones de risque en matière de conflit d'intérêts. C'est juste un exemple. Mais donc, une fois qu'on t'a donné les documents, une fois qu'on t'a laissé entrer, comment toi tu travailles? Comment toi tu peux faire cette mission d'audit? Alors moi, je vais d'abord vérifier qu'ils ont véritablement des procédures pour couvrir le risque, et ensuite je vais aller sur place. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre des échantillons de dossiers. Ils nous ont dit à l'oral, oui, vous inquiétez pas, tout roule, on a une procédure, il n'y a pas de problème en termes de prévention des conflits d'intérêts, on a un contrôle déontologique, etc. En termes de dérapage budgétaire, il n'y a pas de souci non plus. Et nous, on va les vérifier sur un échantillon qui va être représentatif. En disant, effectivement, la procédure a bien été mise en œuvre, et pas de manière cosmétique, elle était pertinente. Et le système est robuste. Et donc c'est une vraie mission de terrain. Oui, 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 il y a une partie en terrain. Après, derrière, il y a aussi toute une phase d'analyse. Par exemple, si on va travailler sur des sujets financiers, je travaille sur une direction qui pourrait être concernée par des questions de dérapage budgétaire. Et donc, moi, mon travail, en tant qu'auditeur, c'est également de voir en amont quelles sont les mesures qu'ils ont mis en place pour éviter ces dérapages budgétaires. Et je dois les analyser pour, ne serait-ce les coter, dire ces mesures-là, intrinsèquement, elles sont plutôt bonnes ou pas suffisantes. Et à la suite de quoi, je peux continuer à formuler des recommandations pour leur dire, vous pouvez améliorer votre système de telle ou telle sorte, par exemple. Puisque la fin donc de ce rapport d'audit, c'est c'est ce qu'on lit en priorité. Quand on reçoit un C'est rapport ça, d'audit, exactement. on va directement à la case recommandation, piste d'évolution. Exactement, c'est ça. La suite logique, c'est que tu dois faire un constat, donc plutôt un peu alarmant, enfin alarmant ou pas, mais en lien avec des risques, identifier les causes, et la manière de traiter ces causes, c'est via ta recommandation. Tout doit suivre. Le risque, le constat, ta cause, ta recommandation. Ça marche aussi pour les plans en question sociale ou Mmh, pour les concours administratifs. c'est vrai. On a un peu cette approche, une approche similaire. Alors, travailler en équipe, tu l'as dit. Donc, toi, quand tu es arrivé au pôle audit, tu as aussi indiqué que tu n'avais pas fait avant. Donc, déjà, c'est bien. Ça veut dire qu'en termes de recrutement, ils sont assez ouverts pour pouvoir te faire confiance et identifier en toi un potentiel qui va pouvoir rentrer dans ces missions de finances publiques. Comment ça s'est passé, cette prise de poste et ce rapport au collectif? Quand je suis arrivé à mon poste, j'ai eu la chance de pouvoir suivre beaucoup de formations, donc en audit interne, en contrôle interne, en commande publique, aide d'État, etc. En tout, je crois qu'en 6-7 mois, j'ai dû cumuler 100 heures de formation, ce qui est beaucoup quand même. C'était à l'IGPDE, qui est l'institut de formation rattaché à Bercy. Et j'étais très vite positionné sur une première mission. Dans le cadre de cette mission, il s'agissait d'auditer une structure de Bercy qui aide des entreprises en difficulté, très souvent des grosses entreprises industrielles. Et il s'agissait de s'assurer que tout le système d'aide était suffisamment robuste au regard des objectifs. Si tu es une structure qui aide des entreprises en difficulté, au travers notamment de prêts, le premier des objectifs, c'est d'aider les entreprises qui ont quand même au moins des possibilités de ne pas faire tout de suite faillite. Donc il faut bien les identifier. Le risque, c'est de faire des mauvaises analyses, etc. Le deuxième risque, c'est de verser des aides conformément à la législation, notamment aide d'État. Et en fait, c'est comme ça qu'on décline à chaque fois ce qu'on appelle nos cartographies des risques. Et c'est là où on doit vraiment se mettre à la place des structures, c'est de dire quels sont ces objectifs. Souvent, ça découle d'un process. Et associer à chacun de ces objectifs un risque. Et c'est ça qui est le plus difficile. Je le vois en ce moment sur un des audits que je suis en train de faire auprès d'une direction qui dirige, en tout cas qui pilote un budget d'à peu près 2 milliards d'euros. Et l'audit est purement budgétaire. Et donc quand tu viens les voir en leur disant mais quels sont vos risques budgétaires, c'est très compliqué pour une direction de dire ah bah on a un risque là-dessus, là-dessus. Parce qu'il y a un côté un peu aveu de faiblesse, c'est jamais très facile de reconnaître ces risques.
Et en réalité, nous, les auditeurs, on doit les accompagner dans ce travail-là pour également leur dire, mais voilà, ce risque-là, il existe, mais en réalité, vous l'avez couvert au travers de la formation de vos agents, au travers de tel ou tel dispositif qui permet de mieux maîtriser la dépense sur des dépenses de fonctionnement, des dépenses de personnel, voire des dépenses d'investissement, la création d'une comitologie. Et ça, ils doivent également le formaliser. On les accompagne là-dedans. Et on fait évidemment, in fine, des recommandations. Et alors, ces recommandations, les mesures, une fois que Antoine, ton équipe, tu es passé par là, donc tu as travaillé pendant 4-5 mois avec beaucoup d'heures, tu n'as pas compté tes heures. Est-ce que l'administration qui a été auditée, elle va suivre tes recommandations ? Elle est normalement tenue de le faire. C'est-à-dire que lorsqu'on a présenté nos recommandations, on a eu évidemment des échanges avec les audités. Il leur arrive de dire non, cette recommandation-là, on ne peut pas, etc. On en discute. Mais après, ils doivent mettre en place un plan d'action. C'est-à-dire de dire, voilà, si effectivement on doit fiabiliser nos prévisions de dépenses sur tel type de dépenses très dynamiques, difficilement maîtrisables, en mettant en place tel ou tel dispositif, on s'engage d'ici, je ne sais pas moi, le mois de mars de l'année 2025, à mettre en place cette mesure-là. Et ensuite, nous, on va pouvoir aller contrôler la mise en place de ces actions. Et c'est très important parce que si tu te contentes de faire des recommandations, mais qu'in fine, personne ne s'assure de suivre ces recommandations, de s'assurer qu'elles ont vraiment été mises en place, parce qu'elles ont vocation à réduire le risque au sein des ministères, c'est un travail qui est fait qu'à moitié. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière l'idée d'audit interne, c'est une pratique, pour le coup, qui existe vraiment dans les grands groupes privés, dans le privé de manière générale. Et c'est vraiment l'État qui s'aligne sur ces pratiques. C'est de dire, on fait face à des risques et il faut les couvrir. Qui s'inspire, qui s'aligne, mais qui s'inspire peut-être, oui, qui développe sa propre oui, exactement, qui s'inspire. Mais il faut reconnaître qu'en tout cas, il y a un plus grand retard du côté des administrations pour ce qui est de l'audit interne et du contrôle interne de manière générale par rapport au privé qui l'a beaucoup intégré, sachant que pour le privé, identifier ces risques, c'est aussi parfois un petit peu plus facile. Ils ont toute une batterie d'indicateurs, des indicateurs financiers, etc. Alors que nous, les missions de service public, elles sont quand même un petit peu plus complexes. On a les relations avec les usagers, on a toute une question de qualité des services publics. C'est pas forcément la même approche. Donc la comparaison, elle a aussi ses limites, je trouve. En soi, l'audit, c'est une mission nouvelle dans l'administration, ou du moins qui date de quand ? Ça se structure, on va dire, depuis les années 2010, mais ça devient, on va dire, c'est plus porté politiquement que ça ne l'était auparavant. C'est dès qu'il y a des périodes de crise, on se dit, il faut renforcer les contrôles, il faut s'assurer qu'en réalité, l'administration fonctionne bien et qu'elle couvre ses risques. C'est nécessaire vis-à-vis du citoyen, on est redevable, on doit être en mesure de pouvoir dire aux citoyens français que Bercy, qui est une grosse maison, a une vision sur ses risques, les couvre, et ça nous sécurise tous. Bien sûr, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, voilà, qui est vraiment un article cardinal où tout agent doit rendre compte de son administration, bien sûr, aux citoyens. Et alors, c'est quoi la suite ? Quand on fait de l'audit 2 ans, 3 ans, quelles sont les perspectives professionnelles pour toi, Antoine, sachant que tu es contractuel, donc est-ce que tu as aussi peut-être une approche par concours ou d'intégration ? Alors la suite, je ne sais pas encore exactement. Actuellement, je suis chef de mission et c'est un rôle que j'aime bien, c'est-à-dire que je suis avec mes autres collègues auditeurs, mais c'est plutôt moi qui dois gérer le calendrier, les relations avec les audités, m'assurer que tout ce qu'on va présenter à notre superviseur est de qualité. Et c'est prenant, mais c'est un rôle que j'aime beaucoup. Donc à ce stade, j'ai envie de le conserver encore pendant au moins 1 an, je pense. Et par la suite, peut-être rester sur ces relations État-entreprise, c'est-à-dire notamment les aides, tous les soutiens publics versés par l'État aux entreprises, ça m'intéresse. Et d'ailleurs, pour tes collègues au pôle audit, on n'en a pas parlé. Quel profil ils ont ? Est-ce qu'eux aussi sont sur cette même approche, anciennement école de commerce, puis après une expertise en finances publiques et une découverte de l'audit lorsqu'ils sont recrutés ? Il y a des profils très diversifiés. T'en as qui avaient une vraie expérience très solide en audit. Il en fallait. S'il n'y avait que les candidats comme moi, ce serait un peu compliqué. Et on a par exemple une ancienne inspectrice du travail, on a une inspectrice des finances de la DGFiP, on a aussi plusieurs agents qui ont une longue carrière dans le privé derrière eux. Donc c'est vraiment très diversifié. C'est assez diversifié. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment une grande diversité, une richesse des approches par rapport aux expériences passées. Et on aura l'occasion, bien sûr, d'en parler avec Sonia dans la capsule complémentaire. Et ben, on va pouvoir basculer sur la partie 3, Ça marche. Parler sur les conseils que tu peux donner à nos auditeurs dans un troisième temps. Antoine, partie 3 sur les conseils aux auditeurs. J'aime bien toujours poser cette première question. Une situation où tu étais en difficulté,
et où tu aurais aimé avoir justement un conseil pour mieux gérer cette situation si tu avais pu l'anticiper. Je me souviens une réunion interministérielle, donc à Matignon, dans laquelle on devait aboutir à des arbitrages sur la politique agricole commune. C'était ma première réunion, j'étais extrêmement stressé et je savais que j'allais devoir parler parce que c'était sur des aspects budgétaires. Et en fait, malheureusement, j'ai tellement perdu mes moyens que j'ai eu quelques phrases un peu agressives et je me suis très très vite fait rembarrer par des chefs de cabinet et ça a été un des moments les plus terribles de ma vie et j'aurais bien aimé qu'avant, on m'explique un peu quel positionnement avoir, etc. Et même comment ne pas devenir inutilement agressif juste parce qu'on perd son calme. Je rassure, maintenant, j'ai plus du tout ces travers, mais ça m'avait marqué comme expérience. Parce que, alors, une réunion interministérielle, c'est marrant parce que après une quarantaine de podcasts, on n'a pas forcément trop exploré Ah, d'accord. ce sujet. Donc, une réunion interministérielle, quand on est donc côté État, Mhm. ce sont des réunions plutôt classiques quand on travaille en transversalité, quand on travaille avec d'autres ministères. Oui, c'est ça. En fait, surtout les sujets qui méritent un arbitrage, on va dire, plus politique et pas technique. Dans ce cas-là, ça remonte à Matignon, dans le cadre des réunions interministérielles, où là, les représentants de chaque direction, quelquefois c'est des membres du cabinet, quelquefois c'est des membres de l'administration, comme c'était mon cas par exemple, vont débattre devant les représentants du cabinet du Premier ministre, qui ensuite va devoir trancher en disant on donne raison à la direction du budget, au ministère de l'Agriculture, au ministère des Affaires étrangères, et c'est nous tout ce qu'on attend. Et ensuite, on avance. C'est vraiment une machine à rendre des arbitrages. Ah oui, donc toi, tu y vas avec ton petit sac à dos, tes arguments budgétaires, Complètement. et avec une certaine pression, ton administration voilà, aimerait que tu gagnes cet arbitrage, quoi. Oui, bah après, c'est un jeu de rôle en réalité, mais c'est vrai que la première fois, j'avais pas été forcément très bien briefé sur le sujet et je me suis laissé un peu déborder, mais j'étais assez jeune, j'avais 26 ans. Quand on comprend que c'est un jeu de rôle en réalité, idéalement, oui, tu gagnes ton arbitrage, mais en fait, il s'agit surtout d'exposer ces arguments pour que ensuite le cabinet du Premier ministre puisse choisir la meilleure des solutions. Bon, très bien. Donc là, je pense maintenant tous les auditeurs, notamment les attachés d'administration Mhm. en administration centrale, y penseront. Il faut faire attention. Est-ce que tu as d'autres conseils, peut-être, voilà, Antoine d'il y a 10 ans, ou qui commençait par école de commerce, puis après Mhm. sur des études plus portées sur l'administration publique européenne? Quelques conseils que tu pourrais donner? Le conseil que je me serais donné il y a 10 ans, c'est n'idéalise pas trop les choses, même si tu as très envie de travailler dans telle ou telle ou telle direction. Et en fait, au travers de ce que tu vas acquérir comme connaissance, il faut que tu arrives à désacraliser tous ces environnements qui te semblent être soit inaccessibles, soit beaucoup trop prestigieux, tout ce que tu veux. Mais en fait, en réalité, c'est ce qui nous arrive à tous, c'est quand on pénètre dans tel sein des saints, très vite on se rend compte que c'est des gens assez normaux avec qui on peut partager beaucoup de points communs, etc. Et je sais qu'à trop idéaliser les choses, en réalité, on s'empêche, on s'entrave. Ah, je te rejoins tout à fait sur l'aspect désacralisé. Moi, il se trouve que quand j'étais en Master 2 à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, j'avais pu réaliser un stage au sein du Conseil d'État. Et à ce moment-là, en 2018, on était encore sur l'ancien schéma. Les personnes qui entrent au Conseil d'État sortent de la botte de Mmh. l'École nationale d'administration, donc c'est la crème de la crème. Et en fait, il se trouve que quand tu te retrouves à déjeuner parfois avec quelques-uns d'entre eux, notamment ceux qui sont les plus jeunes et qui sont peut-être les plus accessibles, et encore, ça veut tout à fait rien dire, on se rend compte qu'ils sont tout à fait humains et qu'on peut se projeter. Moi, ça avait vraiment été le moment de déclic où je m'étais dit, mais je peux potentiellement passer les concours de la haute fonction publique, l'ENA, l'INET, Mmh. etc. Donc je te rejoins tout à fait, c'est vraiment sur l'aspect désacralisé. Est-ce que tu as un autre conseil peut-être à donner aux auditeurs? Un autre conseil, j'aurais tendance à dire qu'il faut aussi se cultiver un peu son petit jardin à côté, c'est-à-dire se trouver d'autres passions que le travail. Ça me semble être extrêmement important pour garder un rythme, que ce soit du sport, que ce soit au travers de la lecture. Me concernant, par exemple, c'est plutôt dans le sport. Je fais des championnats de pôle sport et donc ça me permet d'avoir un certain équilibre. Et je trouve ça vraiment très important parce qu'on peut être très vite happé sur des métiers où en plus on est assez passionné par le sujet quand c'est des politiques publiques. Et pour garder une bonne distance et même rester un peu, on va dire, ambitieux, il faut avoir quelque chose à côté pour faire la balance. Et pour éviter de parler que de son travail. À qui le dis-tu de cultiver son jardin secret? Au moins, il est un peu plus public, vu qu'avec Ambition Publique, le but, c'est quand même de diffuser. Mhm. Mais je te rejoins, c'est vraiment important voilà, d'avoir son temps de travail pur et dur, ok, la journée, mais aussi le soir, autre chose, le sport pour ton cas. Et ça marche aussi quand on est en préparation de concours. C'est très, très important Mhm. de garder ce temps
notamment de sport, 2 heures, 3 heures, 4 heures, un peu plus, mais voilà. Est-ce que, peut-être en parlant de concours, alors toi, tu n'en as peut-être pas passé, mais pour autant, des conseils de lecture, peut-être que tu as un livre à conseiller aux auditeurs qui t'a marqué? Pour préparer les concours ou De manière générale, de manière générale, récemment, oui, j'ai commencé un peu à m'intéresser à une maison d'édition que je connaissais pas du tout. C'est les éditions de l'Ogre, donc plutôt une petite maison d'édition confidentielle. Et j'ai trouvé une nouvelle autrice qui s'appelle Ariane Jousse, qui écrit un bouquin qui s'appelle Terreur. Je suis pas très roman. D'habitude, je suis quand même plutôt essai, mais je l'ai ouvert, celui-ci. Et en fait, c'est une histoire de stalking d'une femme vis-à-vis d'une actrice qui a disparu et qui devait présenter un peu l'équivalent des Césars, disons. Donc, et c'est très perturbant de se mettre dans la peau d'une femme qui fait du stalking vis-à-vis d'une femme. Donc, je sais pas, ça m'a un peu perturbé comme lecture. J'ai beaucoup aimé. Donc, lecture très récente. Et d'une certaine manière, on le retrouve dans tes missions en tant qu'audit, où tu dois aussi te mettre un peu à la place d'autres personnes. Complètement. Tu dois investiguer, chercher les petites choses. Bon, on arrive à la fin de ce podcast vidéo aussi disponible sur YouTube. Est-ce que tu as un mot de la fin? Alors, je voulais te remercier déjà pour cette interview. C'était vraiment très intéressant. Et je voudrais plutôt m'adresser aux auditeurs également en leur disant, je les encourage à s'intéresser à Bercy et surtout à la variété des métiers qui sont proposés à Bercy. C'est important, comme je disais tout à l'heure, un peu de désacraliser ces grandes institutions, comme peut l'être un peu Bercy dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et en réalité, il y a énormément de choses à lire sur Bercy, il y a énormément de choses à faire. Et j'encourage vraiment les personnes si ça les intéresse en tout cas, à rejoindre notre belle institution. Et ils pourront aussi écouter d'autres épisodes qui ont été tournés avec des invités de Bercy, notamment Elisabeth Mignard dans la saison 1, Arthur Dehaene dans la saison 2 et Laurent Bornet dans la saison 3. Et puis bien sûr, le tien qui se rajoute à la pile. Merci beaucoup Antoine. Merci à toi. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.